Si vous écoutez Design Plus sur Spotify, vous pouvez aussi regarder cet épisode dès maintenant. Dans les organisations face à l'innovation, l'un des facteurs de réussite est la collaboration entre les individus. Mais comment débloquer des situations tout au long de l'année ? Comment améliorer le travail entre les membres d'une même équipe ? Ou comment mesurer cette méthode efficace sur le long terme ? Eh bien, nous allons en parler dans cet épisode avec Nicolas Chériot qui propose des solutions qui sont transmissibles que vous pourrez adapter dans votre équipe. Bienvenue dans Design Plus. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Eh bien, bonjour à tous et salut Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, je vais très très bien et bonjour aux autres, bonjour Lynn, bonjour Yann, bonjour Alex, bonjour Samia. Et oui, comme le dit Nicolas à l'instant, il y a aussi une version vidéo pour ceux qui peuvent regarder la vidéo. D'abord, pourrais-tu te présenter Nicolas auprès de nos auditeurs et auditrices ainsi qu'à nos viewers, s'il te plaît. Oui, je le peux, Laurent. Je m'appelle Nicolas Chériot, je suis entrepreneur dans le domaine du design digital depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai créé d'abord un premier studio de design, puis après j'ai rejoint une plus grosse agence en tant que directeur de création digitale associé. Et puis, il y a une bonne dizaine d'années, je me suis lancé dans le design d'expérience utilisateur. J'ai créé encore une agence spécialisée dans l'UX pour le B2B. Et récemment, j'ai fondé encore une nouvelle agence. J'ai voulu changer cette fois-ci pour me concentrer sur l'innovation durable et responsable. Donc une toute nouvelle agence qui s'appelle Sisters. Et j'ai accompagné énormément d'équipes produits dans la tech, dans le SaaS et plus récemment dans le Web3. J'ai bossé avec des boîtes comme BNPP, Aircall, Ubisoft, APHP, KDS. J'ai bossé aussi avec les équipes de la blockchain Ternoa. Et puis voilà un petit peu mon parcours. Merci. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faciliter l'innovation grâce au workshopping. Et ce qui serait peut-être intéressant déjà, c'est pourquoi tu voulais parler de ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît. Alors, je voulais parler de ça parce que pour moi, la facilitation et le design sont liés intrinsèquement. C'est vrai que lorsque le design centré utilisateur a débarqué en France, il fallait embarquer les équipes, il fallait comprendre comment mobiliser l'intelligence collective. Donc il a fallu se mettre dedans presque par obligation et puis c'est vite devenu une addiction, une vraie passion. Donc je suis convaincu que design et facilitation sont intimement liés. Et puis récemment, je me suis intéressé plus au sujet d'innovation. Et là, je me suis rendu compte que oui, facilitation, collaboration et innovation étaient encore plus intimement liés. Donc voilà, je pense qu'en tant que designer, on est tous amenés à débloquer des situations, à trouver des solutions, à résoudre des problèmes. Et les modèles qu'on utilise depuis l'arrivée de l'UX en France sont généralement tous tournés autour de la collaboration.
Donc la question derrière, c'est est-ce que vraiment le workshopping, comme je l'appelle, est mature aujourd'hui en France? Est-ce que les organisations sont prêtes? Est-ce que quand on parle de workshop, on sait ce dont on parle? Et donc j'ai mon petit bâton de pèlerin en permanence pour évangéliser autour de la facilitation et de la collaboration et de ses bienfaits pour les équipes produits. D'accord. Alors avec ton bâton de pèlerin, Ouais. peut-être qu'il serait intéressant déjà de définir ce qu'est le workshopping, s'il te plaît. Ouais, alors je m'inspire d'AJ Smart, qui est une agence qui a vraiment développé le concept de workshopper. Ils ont créé un petit site autour de ça, ils ont fait énormément de contenu et ça a inspiré beaucoup de facilitateurs dans le design. Et donc bah oui, comme on peut dire workshopper, on peut dire workshopping parce que pour moi le workshopping c'est un terme qui regroupe bah voilà l'ensemble des actions qui vont libérer le pouvoir de l'intelligence collective en utilisant bah ouais, le travail en atelier comme moteur. Donc ça comprend trois choses pour moi. La première, c'est le workshop design, c'est-à-dire la capacité à créer des formats d'ateliers. Il y a beaucoup de formats qui existent, on en parlera après, mais pour moi, être aujourd'hui un workshop designer, c'est vraiment la composante numéro 1. Donc le workshop design, ça regroupe aussi la facilitation, donc la capacité à animer les ateliers. Et puis, moi, j'ajoute quelque chose, une dimension qui est cruciale pour nous chez Sisters, c'est le développement d'une culture de la collaboration active dans une organisation. Donc ça, c'est vraiment ce qui pour nous est le plus important. Donc voilà ce que j'entends par workshopping, si je résume, workshop design, facilitation et implémentation d'une culture de la collaboration dans les organisations. D'accord, c'est intéressant le fait de continuer l'implémentation de la culture autour de la collaboration en continu, quoi. Je pense que c'est intéressant parce que c'est pas juste un atelier, on arrive et on part, mais il faut aussi installer cette culture. Ce qui est souvent compliqué, je pense, pour les sociétés. Bah ouais, tout le sujet, il est là, et c'est aussi la raison d'être de cette nouvelle agence que je viens de créer, parce que les designers connaissent bien ça. On va régulièrement participer à des ateliers, mais on va utiliser l'atelier comme un moyen dans un projet. Et donc, on va pas utiliser l'atelier comme un moyen permettant de débloquer des organisations, de les optimiser, de rendre plus confortable l'innovation au sein d'une organisation. On va l'utiliser énormément sur des sujets. On fait un projet, on a besoin de faire des ateliers tout au long de ce projet. Et la vraie question, et c'est effectivement tout le sujet de ce que je fais en ce moment, c'est comment on développe ça de façon plus structurelle. Je fais toujours ce distinguo entre la collaboration événementielle et la collaboration structurelle, les deux étant tout aussi bénéfiques, mais effectivement, dès qu'on s'attache à développer de la collaboration structurelle, ça devient un métier un peu différent. On facilite plus de la même façon, on design plus les workshops de la même façon, et surtout, on doit se poser la question de comment j'implémente ça dans le temps, comment je fais pour que ça devienne une des composantes de l'innovation. Et à mon sens, évidemment, si je suis là aujourd'hui, c'est pour le défendre, c'est la composante la plus forte, et ça, j'en suis convaincu. D'accord, ok, super. Et d'ailleurs, alors pour toi, quel est le lien entre workshopping et design alors ? Comme je disais, que ce soit le design thinking, le design sprint, toute l'histoire du design centré utilisateur et de l'innovation s'est construit sur la collaboration. Qu'est-ce qui a fait au démarrage qu'on est passé du digital design à l'UX design ? En fait, c'est un total switch au niveau des méthodologies, et ce switch, il s'est basé sur plus d'échanges, plus de collaboration, et un signe que tous ceux qui ont un peu d'expérience, un peu de bouteille dans le design digital, le signe de ça, c'est qu'on est passé
d'une responsabilité du design digital qui était attribuée au directeur artistique. Et ça, c'était vraiment, je sais pas, moi j'ai connu l'heure de gloire des DA, qui n'était pas facile à vivre d'ailleurs, parce que moi j'ai géré des équipes de DA, je peux vous dire que c'était vraiment pas facile, parce qu'on gérait, on gérait de la subjectivité. Et on est passé, quand l'UX est arrivé, on est passé de ce culte de la DA au culte du résultat, qui est un culte beaucoup plus cool. Et ce culte du résultat, en termes d'UX, il ne peut pas s'obtenir par le fait d'une seule personne. Et donc, de fait, on a dû collaborer. Alors, évidemment, on a collaboré entre nous, mais on a collaboré aussi avec des utilisateurs. Mais au départ, ça se fait un peu moins maintenant, mais au départ, moi, je facilitais autant d'ateliers avec mes clients que d'ateliers avec des utilisateurs. Et donc c'était super intéressant parce que on avait ce truc. Et donc ça a complètement changé notre façon de voir les choses parce que ça nous amenait pour la première fois à se dire on ne peut obtenir de résultats que en travaillant ensemble. Et ça, pour ceux qui se souviennent, il y a 15-20 ans, dans le design digital, c'était pas du tout évident. C'était même un petit peu l'inverse. On avait tendance à faire confiance à une personne qui avait soi-disant toute la science infuse, ce qui aujourd'hui paraît fou, mais c'est de là qu'on vient quand même. D'accord, ok. Justement, avant de répondre à ta question, Lynn, j'aimerais savoir depuis quand tu emploies cette méthode, s'il te plaît. Moi, j'ai vraiment commencé. Alors, j'ai commencé à le faire un peu sans le savoir. Alors pas ma précédente agence, mais celle encore d'avant, qui n'était pas du tout spécialisée UX, parce qu'à l'époque le mot était à peine connu. J'ai commencé à faire ça sur des ateliers de design collaboratif où vraiment c'était plus du sketching, où on prenait du papier tous ensemble et on commençait à essayer de trouver des techniques pour faire tourner les idées, voilà, des techniques d'idéation, mais on n'avait pas de méthode. Et puis il y a une douzaine d'années, là c'est devenu vraiment sérieux quand j'ai lancé ma précédente agence où j'ai voulu lancer une agence UX au début sans savoir exactement dans quoi je m'embarquais, et puis il se trouve que j'ai signé Amadeus comme client dès le début de l'agence. À ce moment-là, j'avais jamais fait d'atelier de toute ma vie, de vrai atelier construit. Et je signe 4 jours d'atelier en continu pour créer un produit. Voilà, ça c'est assez impressionnant. Donc je me lance, voilà, dans ces journées sans jamais avoir facilité. Alors j'avais les bouquins, j'avais un programme, mais voilà, j'avais appris tout ça dans les livres. Et finalement, au-delà de ces 4 jours, ça a fonctionné. Et je me suis rendu compte que je pense qu'en tant que designer, peut-être pas tous les designers, mais en tant que designer qui veulent vraiment faire avancer le truc, qui veulent avoir une sorte de leadership sur les sujets sans avoir un leadership sur l'idée forcément. Je me suis rendu compte que c'était clairement fait pour moi. J'ai tout de suite kiffé ça, j'ai adoré. Les résultats étaient là au bout de ces sessions. Et du coup, ça s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, je facilite 2-3 ateliers, gros ateliers par semaine, ou alors parfois même 1 par jour, parfois 2 par jour. Ça s'est vraiment accéléré ces 2 dernières années. Je pense que le Covid a aidé un peu. Mais voilà, je vais dire que ça fait une bonne douzaine d'années avec un vrai virage depuis le Covid. Et je crois qu'on va en parler un petit peu après. Ouais. Alors, il y a Aline qui posait une question sur comment justement tu faisais pour que la collaboration via les workshops devienne une composante à part entière de l'innovation dans les entreprises que tu accompagnes. Mais en fait, on va pas te répondre tout de suite parce que ça fait partie d'une partie du développement qui est un peu plus tard. Et par contre, il y a une question très intéressante de Samia, et celle-là, on l'a pas évoquée en scriptant un petit peu le podcast, l'épisode. C'est comment fonctionne en fait le diagnostic pour identifier le bon format
de workshop design? Waouh! Alors ça demande beaucoup d'expérience et c'est comme tout, hein, il va falloir se viander un petit peu de temps en temps. En vrai, il faut bien connaître son workflow. Donc on a un workflow global de design et on sait à quel moment on a besoin de collaborer, soit pour collecter des informations, soit pour générer des idées, soit pour prendre des décisions. On va avoir des jalons comme ça. Donc à ces moments-là, on a des formats qui sont prévus pour ça. Alors ça, c'est quand on débute. Et puis avec le temps, et c'est pour ça que je défends aussi l'idée qu'il faut devenir un workshop designer, plus on va connaître les mécaniques, plus on va être capable de créer ses propres formats. Et surtout, on va être capable de changer en cours de route. C'est-à-dire combien de fois il m'est arrivé de commencer un atelier et puis au bout d'une heure de me dire on va jamais y arriver parce que le public est comme si les gens réagissent comme ça, ou alors les idées sortent pas de cette façon-là, ou alors parfois je me suis planté, ça peut arriver aussi. Ça m'arrive de me rendre compte en atelier, ça m'arrive encore aujourd'hui, de me dire mince, là j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs. Vu le public que j'aurais dû créer une étape intermédiaire. Alors quand je sens que ça arrive, je fais une pause, je fais genre on va tous boire un petit café, etc. Laissez-moi une petite pause, moi aussi je vais aller boire mon café, et moi je bois pas de café, je reconstruis tout en moins de 10 minutes, et c'est pour ça que être un workshop designer c'est essentiel, parce que être bon en workshopping, c'est savoir faire face à l'imprévu, et puis aimer ça aussi, parce que c'est pas mal d'adrénaline. Il faut aimer ça. Il faut être capable d'avoir des tas de frameworks dans sa tête. Mais quand je dis des tas, c'est vraiment des tas. Et plutôt des frameworks simples, des exercices simples, mais beaucoup, et d'être capable de composer une suite d'exercices en temps réel assez rapidement. D'accord. Et il y a Lynn justement donc qui demandait qui intègres-tu dans tes workshops généralement? Alors, toujours pareil, ça va dépendre du sujet. La qualité d'un workshop, c'est la diversité. Ça sert à rien d'avoir 3 personnes qui font exactement la même chose et qui vont amener exactement les mêmes idées, soit parce qu'ils ont exactement le même niveau de connaissance sur le sujet, soit parce qu'ils ont le même background, le même métier en permanence. Pourquoi ça te fait rire? Non, c'est parce que Lynn elle écrit, le sujet est trop intéressant, j'ai plein de questions. Ah bah, vas-y, on va répondre. Donc voilà. Généralement, tu vas chercher à créer de la diversité. Si tu bosses sur un sujet product, allez, je vais te dire n'importe quoi, on bosse sur un sujet de nouvelles fonctionnalités, bah, tu vas avoir le grand classique des gens qui vont représenter le customer success, ou alors le service client, ou alors le helpdesk, et puis tu vas avoir des devs, et puis tu vas avoir forcément du PM, peut-être du CPO ou du head of product, et puis forcément du designer. Et plus je facilite, plus je cherche à créer des équipes des petites équipes. Aujourd'hui, je recommande à tous mes clients, je leur dis crée-moi une core team de 4 personnes, et je vais travailler avec ces 4 personnes. Et cette core team peut changer. On peut avoir une core team quand on va être sur tel sujet stratégique, une core team quand on va être sur tel sujet de production. Par exemple, il est rare que un développeur soit intéressé ou motivé dans les workshops de strat. Et puis alors dès qu'on va rentrer dans des workshops d'idéation, là c'est essentiel de les avoir, parce que sinon on va créer des choses qui potentiellement rentrent pas dans le cadre des moyens dont on peut disposer pour le projet. D'accord. Donc voilà, ça dépend. Ouais, ça dépend effectivement des sujets, et bien sûr. Alors, tu le disais un petit peu à l'instant, donc on a bien compris que dans ta démarche, pour toi, le workshopping, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut aussi parler sur les enjeux entre hybride et remote, sur la collaboration, sur les enjeux d'innovation, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, s'il te plaît? Oui, parce que c'est un très très gros sujet, parce que il ne vous a pas échappé que pendant une longue période, on a eu beaucoup de mal à se voir, et ça a été
ça a été difficile au début. À l'époque, j'ai animé un groupe qui s'appelait Remote UX sur LinkedIn, qui n'existe plus, mais où j'accompagnais tous les UX, où je faisais un live et j'essayais de donner plein de techniques aux gens. C'est là où les logiciels type Mural, Miro ont explosé. Les financements sont arrivés à la fin du Covid et pas avant, parce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Alors moi, je défends vraiment le workshop en présentiel, et si j'ai créé cette nouvelle agence, c'est aussi pour qu'on revienne à du workshop en présentiel. Il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence qui est parfois, ce que j'entends souvent, c'est tout fonctionne en remote. Bah oui, moi, 80% de mes ateliers, je les fais en remote sur Miro. Je suis un dingue de Miro. Je suis vraiment le fanboy, mais bien sûr, on peut le faire. Bien sûr, on peut le faire. Il y en a quelques-uns qu'on peut pas faire. Dès qu'il s'agit de faire du sketching, ouais, c'est sur Miro, ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que tout fonctionne. Mais on a oublié une notion essentielle qui est, mais où est l'humain là-dedans? Qu'est-ce que c'est collaborer? Est-ce que c'est pas aussi se sentir, pouvoir se regarder, pouvoir toucher la même feuille, pouvoir dessiner ensemble sur une board, prendre un post-it, le froisser, le jeter? Et quelle est la notion de plaisir dans un atelier? Parce que plus la notion de plaisir va être ressentie, bah plus on va avoir envie de reproduire l'expérience. Donc, je recoupe avec ce que je disais, quand on veut orienter une organisation vers de la collaboration en continu, ne faire que du remote, c'est problématique. C'est problématique parce que la lassitude va arriver plus vite. Et on en parlera après, comme je suis un grand défenseur de la ritualisation de la collaboration, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, il y a ce truc entre hybride et remote, tout fonctionne. Alors, moi, je fais aussi des ateliers, donc je dis complètement hybride, à savoir, je fais des ateliers en présentiel avec des phases où on est sur du papier et des phases où on est sur Miro. Et puis généralement, j'aime bien avoir un grand écran pour que tout le monde voit ce qui se passe sur la board Miro en même temps. Mais donc, même quand vous utilisez Miro ou Mural, en présentiel, vous devez créer un format un peu spécifique. Donc, tout fonctionne, en fait. Il n'y a aucun problème de fonctionnement. Le seul sujet, c'est où est le plaisir dans tout ça, parce que l'idéation est très liée au plaisir. Et alors, c'est marrant parce que, je ne sais pas si on pourra mettre des liens plus tard ou ajouter des liens, mais j'avais reposté un article de Nature peut-être il y a un an, où ils avaient fait une vraie expérience qui démontrait que la génération d'idées c'était significativement moins efficace en distanciel qu'en présentiel. Et quelque part, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, mais en tout cas voilà, on avait pour la première fois des stats et une vraie expérience qui montrait que tout ça était vrai, quoi, que c'était plus difficile de faire de l'idéation à distance. Moi, ce que je m'explique pas ce truc-là, mais ce que je constate, c'est quand on est sur de l'idéation, on tombe plus souvent, j'ai l'impression que c'est des patterns d'idées qui reviennent un peu en permanence. Et quand il s'agit vraiment d'innover, là, je peux vous dire que le fait d'être ensemble, moi, je peux pas l'expliquer, je suis pas expert ni en sciences, ni en neurosciences, ni voilà. En tout cas, il y a un facteur qu'il faut pas qu'on oublie, c'est l'énergie qui se dégage d'un groupe de personnes qui sont ensemble dans la même pièce au même moment. Et ça, voilà, moi, j'ai pas d'explication. Je peux vous dire qu'en remote, tout fonctionne, mais qu'en présentiel, quand il s'agit d'innovation, de vraiment générer des idées nouvelles, il y a une vraie différence. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, tu parles d'innovation, sur les enjeux d'innovation pour les entreprises, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, bien sûr, je peux t'en parler. D'autant plus, c'est vraiment mon sujet du moment. On s'est attaché justement quand on fondait l'agence. On s'est attaché à réfléchir à ces nouveaux écosystèmes d'innovation. Et là, on a cherché à avoir cette approche systémique, c'est-à-dire, voilà, regardons tout
qu'est-ce qui compose un écosystème d'innovation et quels sont les enjeux liés à ces différentes composantes. Nous, on a isolé 6 composantes qui nous paraissent essentielles aujourd'hui pour nous. Je parlerai beaucoup d'écosystème d'innovation parce que l'innovation en soi, c'est juste le fait de trouver des choses nouvelles. Mais qu'est-ce qui permet d'atteindre ces choses nouvelles? Ce sont des écosystèmes qu'on va mettre en place. Et nous, on a isolé 6 dimensions qui nous paraissent aujourd'hui essentielles. Vous en trouverez sans doute d'autres petites, mais c'est comme si c'était 6 piliers de l'innovation. Donc le premier, c'est effectivement les talents. Oui, il y a des talents, un écosystème d'innovation, c'est avant tout des personnes. Donc les enjeux, là, ça va être de les fidéliser et d'être capable d'accélérer leur montée en compétences. Aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé non plus qu'il y a un vrai enjeu et un vrai pilier autour de l'engagement. Donc, définir sa mission, ses valeurs, s'engager auprès des collaborateurs, des utilisateurs. Donc là, on parle d'un pilier qui est devenu énorme. Évidemment, il y a une notion d'impact aujourd'hui aussi. Comment on fait pour concevoir des produits et des services qui sont durables, responsables. Il y a les normes RGESN, mais derrière, la philosophie du design responsable, c'est beaucoup plus que ça. Quatrième pilier, les process, les workflows. Et là, l'enjeu, c'est comment on fait pour structurer une collaboration interfonctionnelle, donc libérer l'intelligence collective. Et ce qu'on entend tout le temps, c'est casser les silos. Mais casser les silos, ça devient plus un vain mot, parce que celui qui est pas capable de casser les silos aujourd'hui, pour rester compétitif, c'est très compliqué. Donc, évidemment, un 5e pilier, c'est tout ce qui est technologie. Là aujourd'hui, tout explose. Blockchain, NFT, intelligence artificielle. Je suis convaincu que l'innovation va passer par toutes ces technos. Moi, je suis très convaincu, surtout par la blockchain. Et voilà, je travaille beaucoup sur des use cases où la crypto-monnaie peut changer radicalement des groupes, des environnements, voire des pays. Et puis le dernier pilier, nous qu'on a isolé, c'est le mindset qui englobe un peu tous les autres. Voilà, avec un vrai enjeu qui est comment on fait pour développer la croissance et l'apprentissage à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Donc voilà, les talents, l'engagement, l'impact, le process, la tech, le mindset. Voilà, tout ça c'est ce que nous on appelle un écosystème d'innovation aujourd'hui. D'accord. Donc je crois que ça répond un petit peu à la question de Samia qui posait la question sur est-ce que les ateliers s'adressent à toutes les problématiques. Là, je crois que tu as donné un panel qui est assez large, aussi bien sur les talents que l'engagement, les process, etc. Et il y a peut-être qu'au niveau, il y a une autre question qui était sous-entendue posée par Samia. C'était est-ce que les problématiques opérationnelles peuvent être aussi importantes dans tes ateliers que stratégiques? Oui, c'est de toute façon pour moi les deux sont, enfin je vois ça comme deux séquences d'un même workflow. Pour moi, c'est stratégie, puis après opérationnel. Alors ça dépend ce qu'on appelle opérationnel. Nous chez Sisters, on a justement construit notre offre et on voulait vraiment faire la différence avec ce que j'avais pu faire avant où vraiment on faisait du projet. On a vraiment différencié l'innovation management qui est le travail sur la structure et donc comment on organise les workflows, comment on ritualise la collaboration, etc. Mais c'est beaucoup d'analyse de l'existant et de documentation et puis d'entraînement. Et on a différencié ça de la partie stratégie UX, service design, où là on est vraiment sur du projet. Et on utilise l'innovation management pour tester, on teste ce qu'on fait en innovation management sur des vrais projets. Donc, tous les projets ont une phase stratégique, une phase et une phase opérationnelle. Donc, tout le long, de toute façon, il y a besoin de faire du workshopping. En vrai, quand on se lance dans le workshopping, on se dit, mais il faudrait en faire tout le temps. Et j'espère qu'un jour on y viendra parce que je pense que c'est la clé. Alors, si on remonte à la nuit des temps, on partait pas chasser le mammouth tout seul.
Donc je pense que depuis, on a perdu quelque chose qui est peut-être en nous, et c'est pour ça, quand on fait un workshop, on est si bien, parce que je pense que, je vais peut-être un peu loin, mais je pense que l'être humain est fait pour être avec les autres. Et je pense que, évidemment, il y a toujours des gens, moi je suis quelqu'un de créatif, donc parfois j'ai une idée, elle va venir tout seul. Mais là où c'est fort, le workshopping, c'est qu'on va découvrir que un groupe qui apparemment, dont les individus n'avaient pas d'idées, voilà, a priori, quand on les met ensemble, eh ben, ils vont réussir à faire émerger des idées. D'accord, ok, super intéressant. Samia posait une question aussi qui est intéressante, c'est comment que tu mesures les résultats des ateliers? Alors, le résultat d'un atelier, c'est l'ensemble des choses produites pendant l'atelier et la qualité de ces choses. On va pas pouvoir mettre des métriques précis là-dessus. Par contre, on finit toujours un atelier par une rétrospective et cette rétrospective, elle nous dit si ça a fonctionné ou pas fonctionné. Alors d'ailleurs, il faut être un vrai facilitateur pour être capable parfois aussi d'entendre des choses comme « Oh, c'était pas terrible ». Il y a pas longtemps, je fais un atelier sur lequel je misais beaucoup. Et je vois bien que ça patine complètement pendant l'atelier. Mais le but pour moi était d'analyser à quel point ça patinait parce que c'était un workshop d'évaluation d'une équipe. Et je vois bien que ça patine. Donc forcément, au moment de la rétro, les gens sont pas super contents de l'atelier qu'ils ont passé. Et moi, je suis tout sourire parce que je me dis, j'ai la méta-information en fait qui me permet de passer à l'étape suivante. Donc, en tout cas, on fait toujours une rétrospective à la fin pour savoir si les gens, c'est une sorte de, je sais pas si vous connaissez le ROTI, Return on Time Invested. C'est vraiment notre outil, et c'est ça de comprendre si pour l'équipe, le temps qui a été passé pendant cet atelier est un temps qu'il juge profitable, qu'il juge, voilà, bénéfique. Et on n'a jamais 10 sur 10. Donc, c'est comme tout, hein. Que vous fassiez n'importe quel, moi je le compare beaucoup au sport parce que c'est un peu comme un sport. Il y a l'adrénaline, il y a la préparation, il y a l'effort, et puis après il y a le réconfort à la fin. Donc voilà, on n'arrive pas toujours à passer les 6 mètres en saut en hauteur, quoi. Donc parfois on se prend la barre. D'accord, très bien. Donc dans la continuité de la question, il y a Lynn qui posait une question. Comment tu t'assures en fait des résultats de ton workshop seront bien utilisés par les équipes? Alors, faut comprendre qu'un workshop c'est toujours une suite d'exercices, c'est une mécanique en fait qu'on met en place. En vrai, les résultats qui sont obtenus à la fin d'un exercice sont faits pour pouvoir passer à l'exercice suivant. Donc, si tu veux, les résultats qui sont obtenus à un instant T n'ont pas d'autre objectif que d'être utilisés pour la séquence suivante. Donc, en vrai, ce qui doit être utilisé, c'est le résultat final. Mais il sera utilisé de fait. Alors, moi, c'est beaucoup sur des sujets de design de produits, design de services, UX. Donc, globalement, on finit toujours soit avec des job stories ou soit directement avec des wireframes et des choses très concrètes. Donc à la fin, voilà, on utilise ça parce qu'on a obtenu un consensus et c'est toute une mécanique qui nous a amené à une prise de décision. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Enfin, ou tout du moins c'est l'hypothèse qu'il faut prototyper ou c'est la feature telle qu'il faut le développer. Mais les résultats au fil de l'eau, moi, entre 2 ateliers, je dis toujours aux gens, mais vous ne posez pas de questions, ne cherchez pas à travailler entre 2 ateliers. On a, à la fin de cet exercice, ce qu'il va nous falloir pour passer au suivant. Donc on crée à chaque atelier de la matière qu'on peut consolider, soit dans des matrices, soit parce que, voilà, on va faire des groupements, etc. Et c'est la matière pour l'exercice suivant. Donc, entre 2 ateliers, je dis toujours moi à mes participants, laissez-vous porter, vous inquiétez pas, tout va, vous avez rien à, ce que vous allez produire, c'est juste ce qu'il nous faut pour cette séquence. D'accord, très bien. Tout à l'heure, on parlait de stratégie UX et j'aimerais savoir comment la stratégie UX amène à la facilitation, alors, s'il te plaît.
peut-être déjà pour ceux qui connaissent pas juste rapidement ce que c'est la StratUX. La StratUX, ça repose sur trois choses. C'est être capable de créer une vision, de voir l'état futur d'une chose. Donc d'avoir souvent c'est une intuition ou suffisamment de connaissances pour pouvoir voir où on va aller, donc confronter ça avec le business, les attentes utilisateurs, des résultats de plein de choses. Donc une vision, c'est être capable de consolider des objectifs, donc savoir où est-ce qu'on va aller et comment on va mesurer le succès, et puis c'est être capable d'établir un plan. Donc voilà, quelle est la route qu'on va emprunter pour produire, pour faire que cette vision voit le jour. Vision, objectif, plan. À chaque étape, évidemment, si vous le faites tout seul, vous allez être obligé à chaque étape d'échanger avec le business, je le disais, d'échanger avec la technique, d'échanger avec ceux qui ont accès aux utilisateurs. Vous allez être obligé d'échanger avec des designers, des développeurs. Pour chacune de ces trois choses, vision, goals and plan, vous êtes obligé d'avoir un groupe pour vous nourrir. Donc en vrai, la StratUX, c'est cette compétence à aller chercher les bonnes infos au bon endroit et à mettre ça en musique. Donc il y a un petit côté un peu chef d'orchestre dans l'UX stratégiste. Donc et c'est là où c'est génial, c'est que vous allez partir quand même toujours d'une intuition en vrai, et vous allez vous faire bousculer en permanence. Et c'est en ça qu'on est passé vraiment, ce que je disais au départ, de la culture du DA à la culture UX, c'est que c'est cette acceptation de mon intuition ne va pas aller au bout. Mais c'est justement parce que j'en ai une que je vais pouvoir confronter avec le réel qui va venir bousculer tout ça. Et c'est comme ça qu'on va construire quelque chose. Donc oui, la StratUX et la facilitation sont intimement liées. Et peut-être que dans mon cas, je voulais pas perdre la main. J'aimais bien maîtriser l'ensemble de la chaîne parce que pendant un atelier de StratUX, je fais mon travail de facilitateur, c'est-à-dire que j'essaye de pas biaiser, je laisse les gens créer. Mais entre deux ateliers, je vais revenir faire des one-to-one et reprendre ma casquette du X-stratégiste pour dire, attends, on a telle matière, moi je veux l'utiliser comme ça, ou j'ai l'intuition qu'il faut l'utiliser comme ça. Donc les deux sont très très liés. Et d'ailleurs, le jour où je me suis rendu compte que en fait je suis UX stratégiste, ce que je fais c'est ça, c'est exactement le même jour où je me suis dit en fait je suis facilitateur. Donc les deux sont intimement liés. D'accord. Lynn posait des questions sur tes secrets, sur des choses comme ça. Je pense qu'on y reviendra. J'ai aucun secret, Lynn. Je pense qu'on y reviendra un peu plus sur la fin. J'aimerais savoir comment la facilitation amène au workshop design, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, tu en parlais au début en introduction. Oui, ça c'est super intéressant. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'ego et d'orgueil là-dedans. Aujourd'hui, on connaît tous le design sprint, par exemple. Est-ce que, si vous voulez être facilitateur, est-ce que vous allez reproduire des design sprints ad vitam aeternam? Ou est-ce que vous allez oser sortir des sentiers battus et vous dire, là, je suis en face d'une problématique que le design sprint pourrait résoudre, mais peut-être que autre chose, une autre voie pourrait le résoudre. Et comme je suis très attaché quand j'arrive dans une organisation, à ne pas imposer une méthode, ni même un cycle d'atelier, aujourd'hui, ce que je fais beaucoup, c'est que j'arrive et je vais évaluer les forces et les faiblesses en place. Et donc, forcément, en fonction de ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir créer, ou du moins, c'est pas la même mécanique qui va fonctionner partout. Donc, vous allez devoir avancer pas à pas avec l'équipe avec laquelle vous travaillez. Et du coup, être un bon workshop designer, ça devient vraiment essentiel. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est avoir une boîte à outils
comprendre des mécaniques globales. On parlait tout à l'heure de Agile Smart et j'avais même sorti le bouquin pour montrer ce fameux petit livre qui a aidé beaucoup de facilitateurs, qui s'appelle The Workshopper Playbook, où est décrite cette méthode des 4 C's. Les 4 C's, c'est collect, choose, create, commit. Ça, c'est une mécanique. C'est une mécanique que vous devez connaître. Et quand vous la maîtrisez, autour de ces 4 séquences, vous allez commencer à pouvoir créer plein de formats différents. Et en vrai, finalement, être designer, c'est créer des choses, c'est créer des nouvelles choses, inventer des nouvelles choses. Quand on est designer, product designer, on essaye de créer des nouveaux composants, des nouveaux patterns, des nouvelles formules d'interaction. Et c'est exactement la même chose. En design, soit vous êtes juste facilitateur, et c'est comme si vous étiez une machine à produire du Figma pour un designer, en fait. Soit vous êtes workshop designer aussi, et vous vous autorisez, vous vous faites suffisamment confiance pour vous dire pourquoi je ne créerais pas mes propres formats. Et quand j'ai commencé à créer mes propres formats, ce qui, je dois bien vous l'avouer, est un peu flippant le jour où on les teste la première fois, bien sûr. Quand on commence à créer ses propres formats et qu'on a vraiment des bases, on se rend compte qu'en fait, on peut s'adapter à beaucoup plus de situations, beaucoup plus d'écosystèmes, beaucoup plus de contextes. Et plus j'avance dans ce métier, plus je me rends compte que c'est pas une question de méthode, mais en fait, c'est une question d'humain. Une équipe, c'est des humains. Et ces humains, ils ont une histoire, ils ont une organisation, ils ont un environnement, un contexte, ils ont des connaissances différentes. Donc en vrai, croire qu'on peut arriver avec un format et l'appliquer à tout le monde, vous allez avoir l'impression que ça marche. Et puis quand ça va être fini, tout le monde sera content, machin. Mais vraiment dans le temps, est-ce que l'effet que vous avez voulu provoquer, est-ce qu'il est durable, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous voyez le changement? Et c'est pour ça que je reviens à la question du mindset. Le mindset, il vous dit tout. Il vous dit si vous avez eu raison de vous adapter. Et moi, j'ai passé 1 an à m'intéresser très fortement au coaching. Et ça m'a ouvert les chakras sur le workshop design. À savoir, ok, tu dois avoir ta boîte à outils, mais le plus important, c'est qui tu as en face de toi pendant ton atelier. C'est ça le plus important. Donc être capable de mieux lire les êtres humains, c'est essentiel. Donc forcément, ça passe. Il y en a qui sont très forts en anthropologie, il y en a qui sont très forts en psychologie. Moi, c'est plutôt ce côté coaching. J'ai toujours aimé mentorer mes équipes et tout. Donc c'est comme ça que je vais approcher les gens, en essayant d'évaluer leurs connaissances et voir quelle est leur appétence à la croissance, en fait. Et donc voilà. En tout cas, on est obligé, à mon sens, de devenir un workshop designer quand on veut continuer à faciliter. Sinon, on va faire la même chose toute sa vie et on va terriblement s'ennuyer. Oui, absolument. Et pour ma part, effectivement, je l'ai déjà expérimenté pas mal de fois lors de Design Sprint. Et la difficulté que moi j'avais rencontrée, c'était surtout à la fois d'être designer et, comme tu dis, workshopper, d'être facilitateur au final. Et d'ailleurs, est-ce que, d'après toi, il y a un danger d'avoir cette double casquette? Alors c'est un grand sujet, c'est marrant, j'étais invité il n'y a pas longtemps à une table ronde sur ce sujet-là. C'est un vrai sujet. La réponse, on peut poser la question autrement en se disant, est-ce que quand on est designer et qu'on facilite, est-ce qu'on est biaisé? La réponse est oui. Est-ce que dans l'absolu, il faudrait éliminer ce biais? La réponse est oui. Donc de toute façon, on est dans une impasse parce qu'en vrai, le biais, il est quasiment inévitable. Et alors, j'ai expliqué la dernière fois, je disais, mais en fait, quand je prépare un atelier, je fais en fait, moi, l'atelier dans ma tête de façon asynchrone. Et je me vois comme un participant. C'est-à-dire que j'arriverais pas à créer un bon atelier si j'étais pas capable à chaque séquence de remplir une partie des post-it moi-même. Donc en fait, c'est le fait d'être biaisé qui me permet de faire quelque chose qui fonctionne. Donc tu vois, la question est plus compliquée qu'elle n'y paraît, et surtout, il n'y a aucune réponse vraiment à cette question. Mais pourtant, on est obligé de se la poser. C'est ça qui est intéressant. Elle est très philosophique comme question.
Et donc, d'après toi, tu te positionnes plus donc, en tant que facilitateur, alors c'est ça? Alors, donc pour répondre à ta question, non. En vrai, officiellement, quand je facilite. Mais quand je facilite des sujets de StratUX, au moment où je facilite, moi, dans ma tête, je suis UX stratégiste, en fait, parce que j'analyse les réponses comme un UX stratégiste. Mais j'arrive c'est un peu schizo, hein, mais j'arrive à faire ce truc de discipline. Quand je facilite. Et je suis focus sur ma facilitation. Mais le fait quand même de savoir où on doit atterrir en termes de StratUX, pas en termes de c'est quoi l'idée, mais en termes de typologie de résultats, le fait de savoir où on doit atterrir, ça m'aide énormément. Donc moi, le biais, je l'embrasse et je trouve ça génial. Mais je vais entre deux workshops, moi, je vais aussi avoir ma réflexion du X stratégiste. Donc quand je facilite, je suis facilitateur et je suis très très discipliné là-dessus. Mais mon ADN reste UX stratégiste. Et je suis venu à la facilitation parce que je souhaitais atteindre des objectifs peut-être plus pointus en StratUX. Donc voilà, c'est ce truc de tout le temps tourner le chat qui se mord la queue. Mais en tout cas, je clarifie en début d'atelier toujours, voilà, aujourd'hui je suis votre facilitateur, ou quand j'envoie les mails pour les ateliers, je suis votre facilitateur. Ça n'empêche pas que, bah oui, tout le monde sait très bien que j'interviens aussi sur la StratUX à un moment donné, ou que je vais intervenir sur le sketching. Moi, j'interviens souvent jusque là. Puis même si je suis un peu les designers, mais voilà, je peux pas m'empêcher moi d'avoir les mains dedans parce qu'à l'origine, je suis un designer et tout ça me va très bien. D'accord. Tout à l'heure, il y a Lynn qui posait une question sur comment que tu posais les ateliers de workshopping. Et donc là, ça serait peut-être intéressant de savoir est-ce qu'il existe en fait différentes façons d'amener le workshopping dans une société, dans un groupe, dans une équipe. Bah, là, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pour moi, il y a deux grandes façons. Il y a la première qui est la conduite de projet. Donc bah voilà, moi sur typiquement un projet UX, on va amener des formats de workshop qui nous amènent à un résultat qui est voilà l'objectif du projet, un livrable XYZ. Là le design sprint est super utile et c'est super intéressant. Je crois que tu avais fait un podcast avec Stéphane Cruchon qui parlait, qui travaillait sur ces sujets-là. Et donc là, voilà, pour accélérer un projet donné, c'est génial. Par exemple, ce format design sprint, il est carrément génial, mais il y a d'autres formats aussi. J'avais même en préparant ce podcast ressorti, c'est bien, ça m'avait refait un peu ma culture, les 5 types de workshops qu'avait identifié Nielsen Norman. Il y avait le discovery workshop, l'empathie workshop, le design workshop, le prioritization workshop, le critique workshop, voilà, qui sont des workshops vraiment pour la plupart des workshops projets. Donc ça, c'est une façon de voir les choses, et il y a des tas de gens qui le font très très bien, notamment Stéphane, et puis d'autres boîtes voilà qui sont spécialisées dans le design sprint et qui le font très très bien, ou même d'autres boîtes qui vont gérer des projets avec plus ou moins d'intelligence collective et qui le font très bien. Et puis la deuxième façon de le voir, et c'est pour ça que j'ai un peu twisté ces 2 dernières années mon mindset perso, c'est de le voir de façon structurelle et de se dire ok, comment ça fonctionne si on arrête de penser projet, si on pense innovation continue, c'est-à-dire, et c'est un vrai exercice mental, hein, c'est un vrai il a fallu que je me fasse souffrance, que je me fasse mal pour arriver à faire ça. Parce que c'est plus la même chose. C'est plus la même chose et on sent tout de suite que ça va être beaucoup plus difficile. Ça va être beaucoup plus douloureux parce qu'on va essuyer beaucoup plus d'échecs. Eh ben oui, forcément, parce que finalement, c'est pas. Alors, le design sprint, attention, c'est une discipline complexe et ceux qui le maîtrisent sont vraiment des. Voilà, c'est un vrai truc, quoi. Il faut être vraiment très très compétent. Moi, je fais plutôt des morceaux. J'utilise beaucoup le design sprint, mais je vais moduler les morceaux en fait. Mais quand on va aller sur de l'innovation continue, ça veut dire qu'on doit
plus penser en mode projet, on doit penser à comment intégrer le workshopping dans la culture de l'entreprise, dans la culture du groupe. Et là, ça change beaucoup de choses. Et en vrai, la qualité et la quantité des workshops que tu dois faire, bah maintenant, ça change tout. C'est-à-dire que tu vas devoir sortir de ta logique de workflow pour te dire comment maintenant je transforme ce qui était des workshops, projets, workflow, comment je les transforme en rituels ou en quelque chose que je peux implémenter durablement et surtout qui doit être capable de vivre après moi. Et là, ça devient tout de suite autre chose. D'accord. Mais justement, c'était ma prochaine question, c'est comment justement installer une culture du workshopping dans une organisation, dans une équipe, dans une entreprise. Alors, là, on rentre dans le dur. Parce que c'est ça, l'objectif c'est ça, comment on installe cette collaboration interfonctionnelle dans le temps. Alors, avant de te dire, avant de te dire comment je synthétise cette chose, un peu de contexte, parce que c'est vrai que avec le Covid, il y a eu clairement l'avènement de Miro, de Mural et voilà, de cette collaboration en remote. Donc là, ça a explosé et forcément, ça a pas loupé. Beaucoup de gens ont cru qu'il suffisait d'avoir un compte Miro pour l'organisation, et puis hop, bah c'est parti, bah regarde, on collabore puisqu'il y a des boards. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est vraiment que plus les Miro étaient remplis, moins on collaborait en fait. Et les gens ont commencé à utiliser Miro en fait de façon individuelle. Ou alors pour faire j'ai vu énormément de Miro qui étaient en fait des boards qui avaient été créés par une personne pour une seule personne eux-mêmes. Donc et ça c'était le gros piège dans lequel moi quasiment 100% des organisations dans lesquelles je suis arrivé pour travailler, elles étaient tombées dans ce piège-là. Et ces 2 dernières années, j'en ai fait beaucoup. Avant j'en ai fait beaucoup aussi, mais là ces 2 dernières années, il y a une vraie accélération. Donc voilà, on a, que ce soit des Miro, des wikis, tout ça, sans aucune logique, sans aucune architecture et sans quelque chose de construit en fait. Donc là, le gros danger, c'est que ces outils donnent l'impression, on utilise un outil collaboratif, donc on collabore. Ah non, pas du tout en fait. Donc et pourquoi ? Parce que il y a 3 choses qui doivent être vraiment évaluées. Installer cette collaboration, c'est 3 choses. C'est être capable de créer dans une organisation un mindset collaboratif. Et ça, c'est même pas que du workshop. Et c'est là où aussi, pourquoi chez Sisters aussi, on a développé une petite offre de coaching individuel ou coaching d'équipe, parce que on a besoin parfois de passer par des chemins de traverse pour être capable aussi d'installer ce mindset. Donc il faut un mindset collaboratif. Il faut évidemment des compétences, c'est-à-dire que tout ce dont on vient de parler, la facilitation, le workshop design, tout ça c'est des compétences. Donc tout ça il faut le développer. Et moi, pour devenir un bon facilitateur, vraiment autonome et tout terrain, ça m'a pris au moins 5-6 ans. Donc faut pas croire qu'on va arriver dans une organisation et que ça va se faire comme ça. Et puis évidemment il y a le sujet d'organisation de tout ça, c'est-à-dire comment on fait pour documenter tout ça, faire en sorte que ça devienne des routines, des rituels, etc. Donc c'est comme ça qu'on va installer. Donc si vous voulez, les 3 choses dont je viens de vous parler, vous avez bien vu, on est plus dans le cadre d'un projet. On parle plus de projet, on parle plus de conduire un projet avec des ateliers. C'est autre chose, c'est d'autres choses sur lesquelles il va falloir travailler. D'accord. Quand tu dis que chez Sisters, vous créez des mini séances de coaching pour installer une culture workshopping dans une organisation, ça veut dire que par exemple vous allez former quelqu'un pour qu'il continue
à faire ce workshopping et à l'instruire entre guillemets au sein de la société? C'est un peu ça, et en vrai, sous couvert de former quelqu'un à la facilitation ou à un format spécifique ou un rituel, en vrai, on va beaucoup analyser les blocages, les croyances, tous les trucs qu'on va retrouver en coaching, et parce que souvent, il y a quand même des facteurs psychologiques qui sont sous-jacents au manque de collaboration dans une entreprise. Hein. C'est pas que les silos. Donc on a parfois besoin, et c'est pour ça qu'on s'est entouré de coachs, on a parfois besoin, sous couvert de venir former, on va venir essayer de débloquer des choses chez les gens, que ça soit le groupe ou des gens. J'ai eu une équipe, alors je vais pas la citer, mais j'ai eu une équipe qui était quand même une équipe innovation, et au moment d'un exercice vraiment en autonomie où je les formais, et au moment où je vous dis maintenant je vous laisse en autonomie, je vous donne pas de règles, je veux voir comment vous fonctionnez, il y avait 4 personnes et il y a eu un blanc terrible où chacun a recommencé à travailler de façon individuelle, alors que j'aurais dit non, là c'est le moment où vous avez 10 minutes pour trouver une solution. Donc forcément, je mettais un coup de pression sur le temps, ça faisait partie de l'exercice, ça faisait partie de l'évaluation. Et au bout de 5 minutes, je voyais dans les yeux, enfin vraiment un désespoir. Et donc, c'est des gens qui, si vous mettez 4 personnes qui ont un petit blocage chacune de leur côté, vous obtenez un blocage collectif. Ouais, c'est sûr. Et donc là, c'est pas l'exercice ou la méthode ou le plan qui va vous aider. C'est là, il va falloir parler avec chacun et dire mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu prends pas le leadership, par exemple, toi, alors que tu pourrais? Qu'est-ce qui fait que tu regardes un chrono tourner sans rien faire? donc parfois, voilà, nous, on n'a pas vocation à être une boîte de coaching, hein, pas du tout. Mais parfois, on s'est entouré de ces gens-là parce qu'il y a des gens qui savent débloquer des petites situations comme ça. D'accord, ok. Alors, d'après toi, avec tes années d'expérience, est-ce qu'il existe une méthode pour installer cette culture du workshopping? Alors, ça serait très prétentieux de dire qu'il existe une méthode parce que on est encore en train de défricher un terrain. C'est-à-dire que si je suis là aujourd'hui pour en parler et pour évangéliser, c'est justement parce que c'est quelque chose qui n'est pas c'est quelque chose qui n'est pas installé partout. Maintenant, nous, on a notre propre approche, je vais dire, et justement c'est ça qui est cool de pouvoir en parler et de pouvoir que les gens entendent ça parce que peut-être ils vont réagir, mais moi je fais ci, moi je fais ça. En tout cas, on a 5 points sur lesquels on travaille. Le premier, c'est toujours d'analyser les forces et faiblesses de la collaboration interfonctionnelle dans une organisation. Là, on va regarder ce qui marche pas, et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier un sponsor. Donc comment on fait ça? On a plein de formats de workshops qui sont des tests. Et c'est ceux-là souvent sur lesquels les rétrospectives sont pas terribles. Oh ouais. C'est bon. On a beau dire aux gens attention, et on est très transparent, en amont on le dit, voilà. Nous on cherche à évaluer comment tout ça fonctionne chez vous. Donc c'est pas on va pas créer un service, hein. On cherche à évaluer ça. Donc en tout cas analyser les forces et faiblesses. Ensuite il faut concevoir des formats justement qui sont très très adaptés, des petits formats qui vont avoir le maximum d'impact en un minimum de temps. Donc là c'est pareil, que le résultat soit exploitable ou pas, c'est pas trop le sujet. L'idée, c'est de faire une prise de conscience pour que les gens se disent « Waouh, mais ouais, on peut faire quelque chose ensemble, et c'est vrai que c'est super efficace, ouais, la méthode fonctionne, etc. » Donc, une fois que vous avez analysé les forces, les faiblesses, vous créez ce petit électrochoc pour qu'on se dise « Ouais, ça marche. » La troisième étape, c'est de ritualiser. Alors là, ça c'est mon grand cheval de bataille. Être capable de créer des formats qui vont pouvoir être récurrents. Donc, et ça, c'est le plus dur. Comment on fait pour créer un format où les gens ont envie de venir toutes les semaines? Donc il faut trouver le thème, il faut trouver l'outcome, il faut trouver la bonne durée, parce que les gens, dans une équipe produit, vous doutez bien quand vous arrivez, bonjour, c'est Nicolas Chériot de chez Sisters, est-ce que vous avez 3 heures par semaine à m'accorder? Non, évidemment non. Donc là, il va falloir se glisser dans les trucs, et donc voilà.
Et puis, évidemment, tout ce que dès qu'on ritualise, en même temps, on va documenter. Ça, c'est très très important. Ensuite, vous allez, je vous parlais tout à l'heure des architectures Miro, ça c'est super important aussi. Il faut que vous ayez une architecture ou une organisation qui représente tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc c'est des templates, c'est une architecture sur Miro avec un hommage qui est particulier, qui permet aux gens de se reposer sur ce que vous êtes en train de leur apprendre. Et puis le dernier point, le 5e point, c'est il faut communiquer le plus rapidement possible, le plus possible sur les résultats que vous êtes en train d'obtenir. On a fait ça, tel format, etc. Là, c'est tout simplement, vous allez devoir déjà rendre les résultats tangibles, même si au début il y en a pas. Mais vous allez développer une appétence et installer ça comme quelque chose de récurrent dans la tête des gens. D'accord. Donc voilà un peu la méthode. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une société, même si tu l'anonymises, dans laquelle tu es intervenu et que tu as fait... Ouais, j'ai une très grosse expérience l'an dernier. Je suis beaucoup intervenu chez Aircall, par exemple, et pourtant qui est une très belle organisation, une scale-up. Vraiment, on est sur des boîtes qui sont quand même super intéressantes. Alors, par contre, il y a beaucoup de monde, et je suis intervenu parce que l'équipe design justement avait du mal à collaborer. Donc il a fallu évaluer, et pourtant c'était des designers vraiment très talentueux, mais peut-être trop, ou du moins trop recroquevillés sur leur talent. Donc j'ai dû évaluer tout ça. Il y avait est-ce que là c'est vraiment une histoire marrante, parce que plus j'avançais, plus je me suis rendu compte qu'en fait c'était les product managers qui avaient une appétence pour la collaboration, mais que les designers, eux, les freinaient. Et étaient un peu les fameux DA dont je parlais tout à l'heure. Donc ils étaient tellement talentueux que ces designers n'étaient pas habitués à écouter les autres. Ils étaient concentrés sur leur besoin de convaincre, et du coup ils passaient à côté de l'essentiel. C'est que en vrai, on n'a pas besoin de convaincre, on a besoin de s'aligner, on a besoin d'avancer ensemble. Et donc ça c'était une expérience un peu difficile, parce que quand on s'est rendu compte de tout ça, il a fallu transformer cette équipe. Et quand on l'a transformée en disant maintenant on veut qu'on collabore, voilà les rituels, etc. Vous avez une partie qui est extrêmement à l'aise et qui se sent libérée enfin, et qui voit c'est bon, on peut réinventer des choses. Il n'y a pas que le flux de requests des product managers. Je peux enfin faire autre chose. J'ai des moments, etc. Et puis il y a des gens qui sont carrément qui sont carrément partis parce que cette méthode ne leur allait pas, quoi. Mais c'est pour ça qu'on était venu me chercher, et au final c'était vraiment génial, parce que j'ai fini aussi par recruter donc des gens, et donc moi on m'avait collé un peu la casquette de Head of Design à ce moment-là, donc le but c'était aussi, j'avais dit moi je veux pas rester, donc je fais cette mission qui est une mission d'installation d'une nouvelle façon de fonctionner, et donc j'ai réussi à recruter une Head of Design, Maya, qui se reconnaîtra si elle écoute, qui est formidable, parce qu'elle était complètement alignée avec cette idée de collaboration, et du coup forcément, quand on a recruté aussi d'autres profils ensemble, toutes les planètes se sont alignées. Mais il a fallu bousculer l'organisation pour y arriver. Et c'était une sacrée aventure. D'accord. On parlait à l'instant d'installer cette culture de workshopping. Ça m'intéresserait de savoir si aujourd'hui avec Sisters, vous avez réussi à installer une culture dans certaines entreprises après votre départ. Est-ce que ça continue? Tu parlais de Aircall à l'instant, mais dans d'autres sociétés avec toutes les étapes que tu disais, c'est-à-dire l'analyse, la conception des formats, le rituel des workshops, créer l'architecture et communiquer sur les résultats. Alors, déjà quand j'ai fait ça, on était en train de construire Sister, et je faisais ça finalement, j'étais freelance, j'étais entre deux agences,
Sister, c'est une agence qui va juste avoir 6 mois bientôt. D'accord. Donc on a encore un manque de recul. On est en plein accompagnement de plein de boîtes en ce moment. Et donc voilà, tout fonctionne très bien, mais on va reproduire de façon ce schéma qui a bien fonctionné et on l'agrémente, on l'améliore. Le résultat, on parle de sujets qui sont quand même des sujets de transfo, hein. Donc, ce sont des choses qui avancent très très lentement. Ce qu'on cherche à avoir, c'est des petits effets au bout d'un certain nombre de semaines. Donc aujourd'hui, les clients qu'on accompagne, ça fonctionne déjà très bien. Et je me repose aussi sur mon expérience passée de clients que j'ai accompagnés pendant très longtemps dans ma précédente agence et que du coup, j'ai pu les suivre et qui nous suivent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si ça répond bien à ta question. Il y a une question qui serait intéressante d'évoquer aussi, c'est quels sont d'après toi les signes d'une collaboration efficiente? Ça, c'est intéressant parce que justement, on va plus être sur des signes que des metrics ou des KPIs très précis. Alors, ce qu'on constate, c'est que dans une équipe qui collabore, il y a des choses qui changent. Quand on arrive, généralement, il y a quelque chose qui se passe entre les gens de l'ordre de, finalement, je ne sais pas vraiment, la personne avec qui je travaille, je connais pas tout son potentiel. Donc, un des premiers signes, c'est que chacun prenne conscience de la valeur qui peut être apportée par l'autre. Ça, le workshopping, c'est magique pour ça. C'est-à-dire que vous allez pousser des membres de l'équipe à comprendre ce que tel ou tel participant a dans le ventre, en fait. Et comme il n'y a jamais eu l'occasion de le faire émerger, personne s'en était rendu compte. Donc en vrai, une équipe où chacun a conscience de la valeur apportée par les autres, c'est déjà le signe d'une collaboration très saine et efficace. Généralement, plus vous allez avancer dans le workshopping, plus vous allez déclencher un autre effet qui est que le groupe va s'attribuer la responsabilité des victoires et des échecs. C'est qu'on commence à perdre ce côté individuel. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le frein aussi à ce qu'on fait, hein, c'est que il y a des organisations où évidemment ça n'arrange pas les gens que ça soit qu'une victoire soit due au groupe et non pas à un individu. Donc c'est des organisations qu'on va éviter parce qu'on sait qu'on pourra jamais y arriver. Donc il faut quand même une certaine maturité sur ces sujets de collaboration. Ensuite, on va voir que une équipe qui collabore bien va libérer la parole. On va avoir de l'authenticité, de la transparence, on va avoir le droit de débattre, voire de s'engueuler, voilà, et on va libérer ce truc. Donc, moi, je vous cache pas que c'est aussi un sujet de santé mentale qui m'a amené à développer encore plus ce que je faisais parce que effectivement dans une organisation parfois on dit ce qu'on pense et ça peut poser problème. Le workshop c'est une sorte d'endroit sacré où on a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit au-delà de donner des idées et de se dire voilà, même si c'est une idée qui a pas l'air terrible, je peux la poser. Et c'est souvent là qu'on va se rendre compte qu'en fait, oui, cette idée, elle est super. Et on doit aussi être authentique. On doit, les uns envers les autres, on doit se dire les choses. Et surtout, ce qui est le signe d'une bonne collaboration, c'est que tout le monde se développe en permanence. Plus vous allez faire du workshopping, plus vous avez envie d'apprendre, plus vous avez envie de partager vos connaissances. C'est ça collaborer en fait, hein, c'est continuer à croître à un niveau individuel et à un niveau collectif. Donc voilà. Tout et puis globalement il y a quand même un résultat, c'est que il y avait une étude McKinsey, là aussi faudrait que je donne le lien, mais qui prouvait par A plus B que plus les équipes collaborent, plus les performances business s'améliorent, tout simplement. D'accord, ok. D'après toi, est-ce que c'est une méthode qui doit s'appliquer en continu dans une société ou une team,
ou est-ce qu'on doit l'utiliser de façon uniquement ponctuelle à certains moments dans certaines phases du projet? Tous les contextes vont être différents. C'est ce que je disais au début. Dans l'absolu, et c'est mon combat, la collaboration, elle doit être structurelle et pas uniquement événementielle. Mais dans la vraie vie, on transforme pas une organisation du jour au lendemain. Débloquer une situation en 1 ou 2 jours, ça peut être la meilleure manière de démontrer la puissance du workshopping et de créer l'appétence pour faire plus. Mais chaque organisation va être différente. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de se dire je vais pouvoir l'implémenter de façon structurelle, c'est de se dire à chaque fois je regarde, je n'ai aucun a priori et c'est à moi de trouver la façon de m'immiscer, de me calquer sur cette organisation. Je peux pas arriver avec une formule toute faite. Je sais quel est l'objectif final, c'est que vous collaboriez plus pour innover plus rapidement et plus intelligemment. Mais une organisation, c'est en fait un groupe, c'est comme un humain, tout le monde est différent avec voilà. Et donc quand vous arrivez, vous pouvez pas parler de la même façon à tout le monde, vous pouvez pas voilà. Donc en vrai la méthode, il y en a pas. Il y a tout ce qu'on s'est dit avant. Mais justement, le jour où moi j'ai cassé ce truc de méthode en me disant j'arrive plus avec mon format, ma méthode, mais j'ai tout un tas d'outils un peu partout disséminés que je peux tous connecter ensemble de façon différente. C'est ce jour-là où vraiment on a pu commencer à faire bouger les lignes et où les gens se sont dit ah ouais mais voilà on a progressé, on a fait un pas. C'est un petit pas, un pas après l'autre, une marche après l'autre et c'est ça la vraie méthode. La méthode, c'est faire des actions qui permettent de mener à une action plus ambitieuse. D'accord. La suivante. Ok, très bien. Est-ce que c'est cette méthode que tu as mis en place est à placer plutôt en amont d'un projet ou plutôt en parallèle? Et si tu pouvais nous donner un exemple aussi, s'il te plaît. Comme je te disais, est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est un mindset? Voilà. J'ai du mal à dire que c'est une méthode. Et voilà, pourtant, j'ai toujours adoré la méthode et j'ai beaucoup vendu. Il faut beaucoup de méthodes. Et puis, voilà, là, j'en suis arrivé à un point où moi, il y a une méthode, mais c'est pas vraiment une méthode. Ce qu'il faut, c'est travailler sur le mindset. Un projet, c'est une occasion, par contre. Un projet, c'est une occasion de souder, de faire collaborer. En 2022, quand j'ai commencé en freelance, j'ai eu la chance de rejoindre une équipe qui s'appelait Capsule Corp Lab. C'était l'agence, le studio qui permettait de déployer les projets sur la blockchain Ternoa. Donc j'étais à fond Web3 et je me suis toujours d'ailleurs. Et là, on avait des jeunes product designers, très jeunes, qui sortaient de l'école. Et alors eux collaboraient. Alors on en parlera rapidement à la fin, mais il y a un vrai problème autour de l'éducation sur la collaboration. Mais donc pour eux c'était très compliqué. Donc là j'ai utilisé les projets pour créer un rituel. Donc on a créé un rituel hebdomadaire, 2 heures, immuable. C'est pour ça qu'on appelle ça rituel aussi. Hein, c'est sacré. Et chacun va venir présenter ses travaux en cours. Mais plutôt que de faire ce qu'on appelle design critique, c'est un vrai processus collaboratif. Alors chacun devait déjà préciser les objectifs UX, ses challenges en product design sur ce parcours par exemple précis. Et très rapidement, pendant 2 minutes, chaque participant allait présenter son parcours et puis chacun réagissait, mais pas comme ça à l'oral. On consolidait. C'était un exercice de design feedback silencieux. C'était un format que j'avais créé d'ailleurs bien longtemps avant. Et voilà, chacun devait construire, argumenter ses feedbacks. Et puis après, forcément, on allait procéder à de l'échange. Et puis on allait procéder aussi à de la prise de décision, voire refaire du wireframing derrière, etc. Mais le fait d'avoir ce format condensé, alors 2 heures, ça peut paraître long, mais quand vous avez plusieurs designers et chacun a son temps, on apprend à respecter le temps de l'autre, on apprend
que chacun, parce que je disais tout à l'heure, chacun a une vision différente et qu'en fait cette vision elle est pas ni bonne ni mauvaise, elle est super complémentaire et donc voilà, l'objectif c'était pas tant d'améliorer leurs travaux que de les habituer à partager entre eux et de leur faire comprendre qu'ils allaient aller plus vite en partageant ce process d'idéation. Donc voilà, un exemple parmi tant d'autres, mais si j'étais arrivé avec des designers plus expérimentés, j'aurais pas pu appliquer le même rituel. J'aurais dû inventer autre chose. Donc après, j'ai combiné ça avec des sessions one-to-one où je poussais les designers là un peu plus dans leur retranchement, mais pas au niveau du groupe. Là, on était chacun, on avait des one-to-one ritualisés aussi. Où là, voilà, là je faisais sortir le vrai designer qu'ils avaient en eux, et c'est quelque chose que je voulais pas faire en groupe. Parce que là, c'est un travail un peu plus dur, un peu comme un entraînement. Mais après, quand ils étaient entre eux, voilà, c'était un autre format. D'accord. Donc voilà, et des formats comme ça, il y en a, enfin, c'est infini, quoi, en fait. D'accord. J'aimerais savoir en combien de temps tu peux déployer ce mindset ou cette méthode, même si tu veux pas dire méthode. Et par exemple, je crois que tu pourrais peut-être nous revenir sur Aircall pour nous en parler un petit peu. Le Aircall, c'était 10 mois, 10 mois en intervenant 2 jours par semaine, puis en laissant des choses en place aussi. D'accord. Et puis en faisant même intervenir des gens de l'extérieur aussi. J'ai ramené aussi d'autres personnes pour m'accompagner sur des sujets précis. Globalement, c'est un travail de fond parce que partout où vous allez aller, il va y avoir une résistance. D'où l'importance d'avoir, une fois de plus, un sponsor. Parce que si vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez que de la résistance. Donc si vous avez que de la résistance, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour nous d'aller chercher des clients, mais on va plus se nourrir des clients qui ont déjà travaillé d'une façon ou d'une autre sur ces sujets-là, ou moi qui ont déjà travaillé avec moi, et qui veulent aller plus loin. Et c'est pour ça que le réseau fonctionne énormément. Mais comme c'est toujours pareil, il y a pas vraiment de règles. La règle, c'est que il faut être patient, il faut être très patient, parce que voilà, une organisation, c'est compliqué, c'est compliqué à faire bouger. Donc voilà, c'est vrai que chez Aircall, j'avais la chance d'avoir un sponsor très fort qui m'avait fait venir parce qu'il connaissait. On avait travaillé ensemble il y a très longtemps pour une boîte qui s'appelle Odigo, qui est une très très grosse boîte de contact service. Et alors c'est une personne qui m'a dit un truc qui m'a toujours marqué, mais qui a mis des années à me le dire. Et il m'a dit, mais Nico, quand tu fais de l'UX, tu fais du change. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi chez Aircall. Je me suis dit, là, j'ai des UX, mais ça ne change pas. Donc voilà comment on fait avancer ça. Et donc on a fait bien bouger les lignes. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à recruter aussi quelqu'un capable d'être permanent. Oui, tu disais tout à l'heure, oui, tout à fait. Donc voilà, Maya Van Ledguerrand, qui est une femme formidable dans son approche justement du collectif aussi, et qui a réussi à prendre le relais. En tout cas, ça prend du temps, et notre objectif, c'est toujours qu'un jour, on n'ait plus besoin de nous. Oui, d'accord. Et voilà. Donc ça prend le temps qu'il faut pour qu'on puisse se dire, ok, je pars et je suis satisfait. D'accord. Mais il y a des boîtes avec qui ça va aller très vite. Forcément. J'aimerais savoir, d'après toi, qui est-ce qui peut mettre en place cette méthode ou cette approche ou ce mindset? Est-ce que dans l'absolu, il y a que toi et ton équipe ou d'autres personnes au sein d'une société, d'une équipe? Qui est-ce qui peut le mettre en place? Ou que les designers, je ne sais pas. Alors, non, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit à part. La question, c'est pas tant qui peut le faire, parce qu'on est sur quelque chose d'assez nouveau. La question, c'est qui veut le faire, surtout.
C'est ça la vraie question. À partir du moment où il y a une volonté, comme je le disais, moi, quand on m'appelle, c'est toujours des gens, quasiment tout le temps, des gens qui ont déjà participé à des workshops avec moi et qui ont vu la puissance des formats, et ce que ça peut apporter au groupe, ce que ça peut apporter au produit, ce que ça peut apporter en termes d'innovation, etc. Donc, je parlais des sponsors. Voilà, c'est les sponsors qui vont appeler et qui vont mettre en place ces méthodes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre façon de voir tout ça et globalement le monde de l'innovation management par la collaboration ou de la design-led transformation, il y a 4 ans, il n'y avait aucun acteur là-dedans. Maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de twister vers ce modèle. On est évidemment pas les seuls, il y en a beaucoup. Et donc il faut quand même que on ait quelqu'un en interne qui ait pris conscience, que voilà, il allait falloir passer un niveau. Aujourd'hui, on a des team products qui sont extrêmement bien construites, et on est arrivé à un nouveau palier. Au début, on n'appelait que des agences pour faire de l'UX. Après, tous les product designers, les devs, les PM ont intégré les équipes product. Maintenant, tout est super structuré. Et là, on arrive à un nouveau palier où il faut passer à autre chose pour continuer à faire grandir ces équipes-là, ou à les aider à faire de l'idéation, de la prise de décision de façon plus efficace. Et donc c'est là où ce nouveau modèle un peu d'agence est en train d'arriver. Donc, qui peut mettre en place cette méthode? Les équipes produites ont besoin d'aide. Il y a Sisters, mais il y a d'autres agences qui font ça. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience en interne. Exactement comme au début de l'UX, quand il y avait en interne quelqu'un qui avait pris conscience, qui s'était dit « Ouais, mais c'est super important l'expérience utilisateur. C'est super important qu'on fasse de la recherche avec nos utilisateurs. » Et ben, on est dans cette nouvelle ère où ça, c'est complètement intégré. Et maintenant, on a besoin d'un autre modèle et on a besoin d'autres compétences. Voilà. Et c'est pour ça on se retrouve aujourd'hui comme les UX il y a 12-15 ans. C'est-à-dire, voilà, on prend le bâton de pèlerin, comme je disais, et on va expliquer que oui, le workshopping, c'est pas juste un truc pour sortir 4 wireframes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, il y a Lynn qui posait une question intéressante tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà été confronté à des workshops hybrides avec des personnes en présentiel, elle précise en France, et des personnes qui sont à distance avec des business units et dans d'autres pays, par exemple? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, le problème, pas du tout que ça soit international. Le problème, c'est que ça soit effectivement ce format hybride. Ça m'est arrivé. Maintenant, je refuse catégoriquement. Que tout le monde soit sur Miro à ce moment-là. Moi, ça me dérange pas du tout. J'ai même des workshops où je les fais en anglais. Je fais la traduction pour ceux qui parlent pas anglais. Enfin, voilà. Bon, moi, au-delà de l'anglais, je suis perdu. Je peux pas faire espagnol ou truc comme ça. Mais, ça, c'est sûr qu'il faut très bien parler anglais quand on se lance là-dedans. Mais en tout cas, ce format hybride, moi, c'est no way, c'est terminé. Tous les participants doivent avoir les mêmes outils, suivre les mêmes règles, parce qu'il y a ce travail d'alignement qui est essentiel. On joue avec les mêmes cartes. D'accord, très bien. Bon, une réponse courte, c'était très bien. Pour poursuivre sur les questions qu'on avait préparées ensemble, est-ce que il existe aujourd'hui des formations en France donc sur le workshopping? Écoute, franchement, Laurent, j'en sais rien. Moi, j'en vois pas. C'est triste, et c'est aussi, je pense, un des combats qu'on va devoir mener ces prochaines années. C'est dans les écoles de design ou sur les formations pro, il faut absolument que ça monte là-dessus. Et non, il y a rien. Moi, j'ai appris tout seul. Alors après, ça demande pas d'être formé pendant 5 ans, parce que c'est beaucoup de pratique, mais on pourrait quand même, au moins dans les écoles, intégrer dans le cursus des modules là-dessus. Ouais, des ateliers d'initiation, au moins, quoi. Au moins. Mais sinon, il faut lire. Il faut aimer lire. D'accord.
Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, toi, tu n'interviens pas encore dans les écoles, c'est ça? Non, alors moi j'ai pas le temps d'aller dans les écoles intervenir. Maintenant, on se pose la question. Nous, on est en train de lancer une formation, mais juste sur un autre sujet, sur le design durable et responsable. Est-ce que demain on va alors moi je forme mes clients dans quasiment chaque mission. Il y a un moment où on va les former des clients pendant quelques jours à un peu de facilitation. Et est-ce qu'ils pratiquent derrière? Pas toujours. Si on a bien travaillé le rituel et tout, ça fonctionne. Mais voilà, nous, on va faire un peu de formation quand même, mais qui est pas vendu en formation en tant que telle, mais c'est quand même de la formation et pour le coup un peu de coaching en workshopping. Mais voilà, non, si officiellement, il y a pas grand chose, quoi. D'accord. Et Lynn posait justement la question s'il existe d'après toi des questions sur le design thinking, le design sprint, et c'est quoi la différence pour toi entre design thinking, design sprint et formation au workshop? Oh bah tout est différent. Le design thinking, c'est un process. Le design qui s'applique absolument à tout. Le design sprint, c'est une formule. Donc c'est pas pareil. C'est une formule d'accélération de la conception de produits ou de services. Et c'est quand même très réservé au proof of concept ou au prototype, quoi. Donc oui, c'est un process versus une formule. Nous, c'est autre chose. C'est c'est un mindset et une technique. D'accord. Et Lynn poursuivait justement, est-ce que d'après toi, il existe une formation idéale ou est-ce que vous avez déjà identifié, moi je poursuivrai sur, est-ce que vous avez déjà identifié une formation type idéale, même si vous n'en faites pas encore aujourd'hui? Je pourrais facilement créer un programme pour former les gens, mais je crois que si on veut devenir facilitateur, etc., je crois pas qu'on va aller chercher une formation pour l'instant. Enfin, quand on est déjà adulte, hein, je veux dire pas étudiant, quoi. Je pense qu'on va y venir. Je pense que c'est un peu mystique, je veux dire, mais c'est comme un destin, quoi. C'est quelque chose comme, voilà, on va être attiré par le groupe à un moment ou à un autre. On va pas pouvoir continuer à regarder le groupe ne pas bien fonctionner, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une attirance naturelle, un truc qui fait voilà, moi je me suis senti attiré vers ça, et tous les facilitateurs, on sent qu'ils ont ça dans le sang. Ils auraient pu faire plein d'autres métiers. D'ailleurs, il y en a plein qui ont fait d'autres métiers avant. Il y a beaucoup de journalistes ou de gens qui ont fait des tas de métiers. C'est amusant, ça. Ah ouais. Et qui arrivent. Alors c'est plutôt des facilitateurs qui font que ça, donc qui sont plutôt sur des sujets de gouvernance. Là où nous on est vraiment sur des sujets product, services et product. Mais voilà, on pourrait imaginer cette formation, oui, simplement, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend de façon, tu vois, théorique. Enfin, c'est comme être designer, faut avoir ça dans le sang, quoi. Enfin, ça. Ouais, d'accord. Alors, Lynn, elle pose la question plutôt. Elle disait, à quoi ressemblerait ta formation workshop idéale, et qu'est-ce qu'il y aurait dedans et qu'est-ce qu'elle apporterait? Waouh. Ouais, peut-être que tu n'y as pas encore réfléchi. Parce que non, mais je peux te donner 2-3 réponses. On va quand même pas laisser Lynn comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il y aurait je pense que il y aurait forcément un peu de psychologie sur comment on regarde une autre personne et comment on fait travailler une autre personne de manière à pouvoir évaluer son potentiel, toute la gamme de ce qu'il peut faire. Ça, c'est super important. Comment on fait comprendre à une personne qu'il faut pas qu'elle s'éparpille, que quand elle a un rôle dans un groupe, elle doit jouer son rôle. Pour ça, il faut qu'elle soit à l'aise dans son rôle. Mais ça, c'est très important parce que quand tu vas avoir 4 participants différents dans un atelier, que chacun joue sa partition, c'est très, très important. Et parfois, on a des gens, ça je l'ai beaucoup vu, des gens qui vont s'éparpiller parce qu'en fait, on leur a jamais donné confiance pour remplir correctement leur propre mission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si c'est assez clair, mais
Donc pour moi, être un bon facilitateur, et ce à quoi il faudrait d'abord former les gens, c'est dire, regarde, ce groupe, un tel doit faire telle chose, un tel doit faire telle chose, un tel doit faire telle chose, c'est son rôle en termes de connaissances. Il faut absolument que tu valorises cette position pour cette personne. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas parler alors que c'est exactement ce qu'on attend d'eux, ils n'osent même pas le dire. Et c'est ça qui est terrible. Et je crois, oui, effectivement, Lynn, elle demandait si c'était plus du coaching du coup, et je crois que d'ailleurs, il le précisait tout à l'heure, Nicolas, qu'effectivement, des fois, il faisait appel à des coachs pour venir justement coacher certaines personnes, ou certains groupes, parce que lui, il n'avait pas fait de psychologie, que c'était pas de son ressort. Je crois que effectivement, ça rejoint un peu. Et Samia posait la question, idéalement, est-ce qu'il faut faire plus du top-down ou du bottom-up, ou alors mixer les deux? Waouh, faut mixer les deux. Il faut mixer les deux. En fait, c'est une fois encore, ça va dépendre des personnalités. Hein. Je vais être un peu radical, mais les excusez mon franc-parler, mais les relous, ils peuvent venir du bas comme du haut, quoi, en fait. Et en vrai, ce qu'on va beaucoup identifier en workshopping, c'est les black sheep, c'est-à-dire ceux qui posent problème et qui sont capables d'enrayer une mécanique de groupe. Et ceux-là, on veut absolument. Alors, pendant longtemps, j'ai bossé sur les techniques pour bien intégrer les black sheep, etc. Puis j'ai découvert d'autres ouvrages qui m'ont ouvert l'esprit. On m'a dit non, mais ça dégage. Et donc il y a une façon gentille de le faire et tout, mais très franche, très authentique pour dire, écoute, il y a un problème, c'est que on a sur une dynamique de groupe qui est incroyable, et tu mets en danger cette dynamique de groupe. En soi, ça pose pas de problème tant que tu te retires. Donc, ça peut être un dirigeant, comme ça peut être quelqu'un, un participant lambda. Et j'ai vu tous les cas. Donc, je sais pas si c'était exactement ça ta question, mais si, je pense. Parfois, vous allez avoir une équipe, vous allez avoir des PM ou enfin, de toute façon, il y a toujours un moment où c'est quand même un CPO ou un CTO qui va prendre la décision et qui va dire, OK, on veut intégrer ces méthodologies-là, on veut intégrer ces formules, on veut intégrer tout ça parce qu'on a constaté que ça fonctionnait et que ça faisait avancer l'équipe. Donc tout dépend un peu des configurations, mais c'est marrant parce que le sponsor ou la décision ou celui qui va faire, qui va nous, par exemple, nous commander des missions, il est toujours, il est jamais tout en haut, il est jamais tout en bas. Il a quand même cette casquette d'encadrant. On est autour du C-level, mais voilà. Mais l'histoire des Black Sheep, je l'ai entendu effectivement. Rémi Rivas dans un épisode il y a presque 3 ans, lorsque je l'avais interviewé, effectivement, il en parlait déjà que c'était compliqué et qu'il fallait déjà tout de suite mesurer ces personnes-là et les écarter poliment, mais les écarter justement pour éviter que ça noie complètement le groupe, parce qu'ils vont avoir une puissance sur le groupe qui va être néfaste, et ça va complètement descendre l'atelier et voire bousiller l'atelier pour plusieurs heures et voire plusieurs jours, quoi. Bah oui, et puis forcément, il y a des conflits, il y a des intérêts personnels qui parfois sont totalement inadéquats avec une culture de la collaboration. Donc, parfois ça ressort. Bah oui, absolument. Et puis ces personnes-là, et je crois qu'elles ont peut-être pas l'intention non plus d'y participer, ou qu'elles avaient l'intention de nuire dès le départ. Donc il faut absolument les reconnaître, les cibler et les éloigner le plus possible pour éviter que la noyade et voilà. Je crois que avant de conclure l'interview, je crois que tu voulais partager des livres avec nous. J'ai plein de livres. Écoutez, j'avais préparé des petits livres à côté, comme je savais que c'était un live. Tu sais, ça fait un peu Bernard Pivot. J'aime bien la fin de l'émission. Bon, il y a ça qu'il faut absolument que tout le monde lise, le Workshopper Playbook d'Agile & Smart. C'est vieux, c'est tout petit, ça vous permet de découvrir la méthode des forces, et c'est essentiel.
Et ça, c'est un bouquin qui est génial, de Workshop Survival Guide, qui ouvre complètement, ça m'a complètement ouvert les yeux sur le workshop. C'est pas que faire des exercices et des enchaînements d'exercices, ça peut être des tas d'autres choses. Ça, il faut absolument que vous commandiez ça. Et puis, j'en avais un dernier que j'avais préparé, parce que ça, c'est pareil, Facilitating Collaboration, très très bon ouvrage. Et ça, c'est génial parce que quand on est facilitateur, c'est quelqu'un qui raconte un peu ses émotions, son ressenti de facilitateur. Et en gros, c'est comme une bio. Je sais pas, on a l'impression de voir un film sur un gars qui est facilitateur, ses errances, ses pensées. Donc on se dit ouais, c'est génial, on existe en fait. Il y a des gens qui commencent à raconter nos histoires et ce qu'on peut ressentir, parce que c'est un métier plein d'émotions. D'accord, super, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, Nicolas. Merci à vous. Est-ce que vous, Lynn, Samia, Alex, est-ce que vous avez des questions à poser? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. Moi, j'ai plus de questions à poser à Nicolas, donc vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions directement. Je voulais juste te remercier, Nicolas, parce que c'était passionnant. Je ne vais pas poser des questions, mais j'ai laissé Samia et Lynn qui ont posé des très bonnes questions. Mais merci, c'est vraiment très intéressant. Oui, et puis moi je rejoins Alex évidemment. C'est très très instructif, très riche, et j'ai tout compris, je crois. Ouais, c'est parce que je suis un bon facilitateur, tu vois. Il n'y a pas de jargon où je me suis dit, oh purée, là ça y est, je suis perdue. Non, c'était vraiment top. Ouais, merci. C'est clair, et Merci, moi, je suis Samia. totalement alignée avec toi sur le rôle du workshopper, parce que en tant que product designer où j'ai un rôle transverse, de plus en plus je suis confrontée justement à comment via les workshops apprendre à faire collaborer des équipes qui travaillent en silo de manière générale en fait. Donc Cool. oui, et ça on l'apprend pas à l'école, c'est sûr. Maintenant que vous avez écouté cet épisode, vous avez peut-être d'autres questions sur cette méthode du workshopping. Eh bien, vous pouvez contacter Nicolas sur LinkedIn. Il se fera certainement un plaisir de vous répondre. Dans la description de l'épisode, vous trouverez toutes les références qui ont été citées durant cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté et regardé cet épisode sur Spotify. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, vous pouvez vous abonner. Alors, à bientôt sur Design Plus. Salut!